Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mercredi, du nouveau dans l'affaire du saccage du bureau du recteur de l'UGB. Les 4 étudiants sont définitivement exclus par la commission de discipline. Une décision qui risque de mettre le feu aux poudres. Les étudiants appellent au calme. Démolition du marché Sandaga. Les commerçants n'adhèrent toujours pas au nouveau projet. Le préfet de Dakar les a rencontrés, mais rien n'y fait pour le moment. Il se donne le temps de la réflexion. Et puis, n'ayez pas peur face à cette exposition d'armes blanches. Ces couteaux, fourneaux et grilles de cuisson sont des éléments indispensables pour le barbecue de Tabaski. Nous sommes à J-4 de l'Aïd à suivre notre reportage. En sport, l'afro-basket féminin, les choses sérieuses commencent samedi pour les Lyonnes. Après le tournoi de préparation, quel est le vrai niveau des Lyonnes? Toutes les conditions sont-elles réunies pour remporter le titre? Élément de réponse dans cette édition. Voilà pour le sommaire, tout de suite le développement. D'abord, cette Sénégalaise est retrouvée morte dans son appartement à Bruxelles. Le corps de Binta Sagna a été découvert ce mardi selon un membre de sa famille. Pour le moment, rien n'a filtré sur les circonstances de son décès. Une enquête est ouverte par la police belge. Cette fois, c'est définitif. La commission de discipline de l'UGB a radié les 4 étudiants identifiés dans le saccage du bureau du recteur. Souvenez-vous, c'était en avril dernier. Suite à la décision de la commission qui continue son travail, actuellement, les étudiants demandent la grâce pour leurs camarades. Ousseynou Diop, Habib Seck. Étudiants de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis ont été exclus par la commission de discipline de l'UGB. Il s'agit d'un étudiant en licence 1, 2 en licence 2 et 1 en master 1. En conférence de presse ce mercredi, au moment où l'Assemblée de l'Université était en réunion, la coordination des étudiants de Saint-Louis rappelle les faits et demande la réintégration de leurs camarades. J'avais proposé à l'Assemblée de l'Université l'exclusion définitive et perpétuelle de tous les établissements de l'Université, 4 de nos camarades coordonnateurs. Je profite de l'occasion pour leur rendre un vibrant hommage, leur dire merci pour le service rendu à la communauté, mais également leur dire que nous sommes les héritiers d'une grande nation. À Verdun, un chevalier sur 4 tombé à la sortie de la tranchée. Il y a des voies légales qui nous sont permis, les recours gracieux et les recours juridictionnels. Et nous espérons ne pas arriver à ce point. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que nous allons user de tous les voies et moyens légaux qui nous sont permis, en tout cas pour faire revenir la commission à de meilleurs sentiments et sur sa décision. Ces étudiants, conscients des risques qu'encourent leurs camarades délégués, rappellent qu'il reste encore des moyens pour se défendre. Toutefois, ils ont appelé la communauté estudiantine au calme. J'ai dit, la CSL est une structure responsable et que c'est avec une posture responsable, une démarche cohérente qu'elle assure sa mission de défense des intérêts matériels et moraux des étudiants. Elle compte user de tous les voies et moyens légaux. Et nous avons cette intime conviction, cette présomption de bonne foi à nos professeurs, au rectorat, à cette commission de discipline, que Inch'Allah, ils vont revenir sur cette décision. Depuis plus d'1 an, l'université de Sanar vit dans une situation difficile avec la mort de Faloussen. L'exclusion des 4 autres étudiants par la commission de discipline risque de semer encore le désordre au temple du savoir dès la rentrée prochaine. Merci Ousseynou. Nous restons justement avec vous. Le ministre de l'Enseignement supérieur à l'UGB a promis plus de moyens financiers et de nouvelles infrastructures à l'université de Sanar pour améliorer les conditions d'études et de travail des étudiants et des travailleurs. Écoutons Cheikh Oumar Anne avec notre équipe à Saint-Louis. En ce qui nous concerne, nous avons pris l'option de travailler à renforcer les capacités d'enseignement de l'université Gaston Berger. Nous allons déjà, d'ici la reprise, essayer de rendre fonctionnel le centre Ousmane Seck, qui fait que nous allons à peu près réceptionner un réceptacle d'étudiants capables
d'aller vers un doublement des effectifs que nous avions l'habitude d'orienter. Et dans cette optique-là, nous avons pris des engagements aussi de créer de nouveaux postes budgétaires pour les enseignants et nous avons demandé au rectorat aussi de voir dans son budget comment y participer. Et puis dans la commune de Bayard, 19 élèves candidats au baccalauréat n'ont pas pu se présenter faute d'acte de naissance. Par ailleurs, cette localité est fortement concernée par les mariages précoces qui freinent la scolarisation des filles. Cheikh Anta Diop, c'est la tire. Dans la commune de Diender, beaucoup de filles peinent à achever leurs études secondaires. Les mariages précoces, la déperdition scolaire sont souvent cités comme étant les principaux obstacles à la scolarisation des filles. Parce que les filles de Darundiar, la plupart d'entre elles abandonnent très tôt leurs études. Elles sont données en mariage, occasionnant du coup un taux élevé de déperdition scolaire. La plupart des élèves de la localité ne sont pas inscrits à l'état civil. Le phénomène préoccupe les populations. 19 personnes extrait. Cette année, 19 élèves candidats au baccalauréat au lycée de Bayard n'ont pu se présenter à l'examen, faute de papiers administratifs. C'est un fléau. Les autorités étatiques comme locales doivent prendre des dispositions pour enrayer ce phénomène. Des problématiques soulevées à l'occasion de la remise des prix aux meilleurs élèves de Darundiar et de Diender. Merci Cheikh Anta. Keur Momar Sarr 3 sera-t-elle la solution miracle au manque d'eau? L'ouvrage est en tout cas présenté comme l'infrastructure de l'espoir. À en croire la SONES, bientôt les problèmes liés à l'approvisionnement en eau seront atténués avec Keur Momar Sarr 3. Ousmane Diallo et Vidya Faraba. Les pénuries d'eau, bientôt un mauvais souvenir pour les populations. Avec la construction de Keur Momar Sarr 3 qui devrait doubler la production d'eau pour un coût global de 274 milliards de francs CFA. Le projet de Keur Momar Sarr 3 de construction de la troisième usine de Keur Momar Sarr 3 est une réponse durable de l'État du Sénégal à la problématique d'accessibilité et de disponibilité de l'eau potable dans la région de Dakar et ses environs. Ces dernières polarisent près de 70% des besoins de consommation. En ce qui concerne la qualité du liquide précieux dans certains quartiers de Dakar, le directeur de la SONES rassure. Je suis formel, il n'y a pas une eau potable noirâtre, ça je suis formel. L'eau peut avoir une couleur plus ou moins rougeâtre et ça c'est dû c'est une coloration due au dépôt de fer. Mais néanmoins, en termes de critères bactériologiques, aujourd'hui cette eau répond bien aux normes de l'OMS et est une eau potable pour les populations. Du côté des consommateurs, la nouvelle infrastructure va rectifier le tir à travers les branchements sociaux. On a connu dans le passé des traversées de conduite et les populations riveraines n'ont pas eu accès à cette eau-là. Alors, ce projet-là rectifie le tir. Et pour cela, il faudrait que les populations soient informées et qu'on recueille leurs besoins. Je fais le focus sur les branchements sociaux. C'est important parce qu'en milieu rural, il va falloir qu'on les traite comme les populations de Dakar. Ils doivent avoir accès à l'eau. Ce genre d'atelier sera organisé dans les régions de Thiès et de Louga afin d'impliquer plus la population. De l'eau, des populations de Niokhoba en ont besoin dans la commune de Ngohé, dans le département de Diourbel. Leur forage est tombé en panne depuis plus d'un mois maintenant. Leur seul recours, les pluies. Dissuadées par les autorités religieuses de faire une marche, et elles ont tenu un point de presse pour exprimer leur mal-être. Écoutons Thomas Sek, porte-parole des populations de Ngohé. Le forage a été installé ici depuis 2002. C'est la population elle-même qui gérait ces forages. Mais
Depuis lors, on n'a pas enregistré une panne, ou bien les pannes ne durent que 2 à 3 jours. Mais depuis que l'Aquatec a pris cette gestion, on a vu vraiment beaucoup de problèmes. Cette panne a duré presque un mois, alors que les femmes vont essayer d'aller au puits pour chercher de l'eau. Elles se lèvent à 5 h du matin. Ils sont là-bas jusqu'à 14 h. On a enregistré beaucoup de malades et même des cas d'avortement. Ça vraiment c'est grave. C'est pourquoi on a formé un comité. Ce comité-là veille et défendre les intérêts des usagers du forage. On a voulu organiser une marche, mais grâce aux chefs religieux qui nous ont dit qu'il faut tempérer. On a respecté leurs paroles. Mais à partir d'aujourd'hui, si rien n'est fait, on va passer en vitesse supérieure. Donc nous alertons à M. Macky Sall pour qu'il mette une pression sur le PIDC et l'Aquatec. On ne peut pas être victime des contrats. Et puis retour à Dakar, le préfet a rencontré ce matin les commerçants du marché Sandaga. Vous le savez, c'est la nouvelle polémique du moment. Le collectif And Taxawu Sandaga s'oppose à la démolition du marché comme prévu par les autorités. Cependant, la maquette proposée n'enchante toujours pas ces marchands Magatte Gaye et Diafaraba. Pour trouver un terrain d'entente sur la réhabilitation du marché de Sandaga, les protagonistes comptent s'appuyer sur un dialogue permanent. Tel était l'objectif de la rencontre entre le préfet et les commerçants. Il y a eu quelques difficultés parce qu'il y a un projet qui circulait et qu'ils n'avaient pas vu, pour lequel ils disent qu'ils n'avaient pas pris connaissance. Donc aujourd'hui, il s'agit tout simplement de leur présenter sur instruction donc, du ministre ce projet-là, de recueillir leurs informations et comme je vous l'ai dit, il n'y a pas lieu de s'inquiéter sur le projet définitif qui devra faire l'objet de réalisation. Les commerçants émettent quelques réserves sur le nouveau projet qui leur a été présenté. Ils demandent aux autorités de faire preuve de patience pour leur permettre de mieux l'étudier. On n'a jamais été au courant de ce nouveau plan. Alors ils nous avaient conviés aujourd'hui à titre d'information pour nous montrer le nouveau plan dont nous ignorons tous les contenus. Il nous a remis un document détaillé, nous l'étudierons après pour savoir quelle décision il faut prendre. Quant à le déguerpissement de samedi, je crois qu'il n'est plus à l'ordre du jour parce qu'on a demandé à M. le préfet d'ouvrir une table de négociation. Le préfet promet aux commerçants des sites de recasement provisoires. Il les appelle à cultiver le consensus au profit de tous. Il y a des sites de recasement qui sont proposés. C'est le centre commercial Djilimbey, c'est champs de courses, etc., etc. Ce qui est sûr, comme j'ai dit, c'est que c'est des sites de recasement provisoires. Donc cet aspect-là est bien pris en charge. Donc les discussions vont se poursuivre pour que les gens puissent aller vers ces sites de recasement. Les différences ou les variantes des projets, je crois que de manière définitive, on s'entendra. Après plusieurs tentatives, l'État du Sénégal a finalement décidé de lancer le projet de réhabilitation du marché de Sandaga qui s'élève à 10 milliards de francs CFA pour une durée de 18 mois. Merci Magatte. Et puis après 4 mois de plein exercice pour certains, les ministres vont se donner de l'air. C'est parti pour un mois de vacances gouvernementales. Certains citoyens, en revanche, interrogés, ne valident pas ces congés du gouvernement car, selon eux, le Sénégal est dans une situation tendue, suivant le micro-trottoir réalisé par Magatte Soiré Diallo. Ils peuvent aller en vacances, tout le monde a droit au repos, mais j'espère qu'ils vont quand même continuer le travail. La situation est tendue avec l'approche de la Tabaski, de l'hivernage et tout. Ils ne peuvent pas aller en vacances comme ça. Je peux dire que travailler et après se reposer, c'est tout à fait normal. Mais actuellement, le pays va mal. Ils doivent penser à tout sauf à des vacances. Ils doivent s'imprégner de la dureté de la vie. Ce n'est pas normal, je suis contre. En plus, un mois, le pays sera bloqué. Rien ne marche dans ce pays. Tout est bloqué. Il faut aussi que les Sénégalais soient conscients. Le pays va mal. Le gouvernement a été formé il n'y a même pas 6 mois et ils prennent des vacances. S'ils avaient travaillé une année, ils allaient alors prendre 5 mois de repos. Que faire? Aujourd'hui, c'est un gouvernement qui fait ce qu'il veut.
Vraiment, on n'a pas besoin de ça. On n'a vraiment pas besoin de ça actuellement. Un pays où des ministres doivent travailler pour que le Sénégal puisse progresser normalement. Et au lieu de ça, ils se permettent d'aller en vacances. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette idée-là. Et puis parlons de l'administration sénégalaise suite à la sortie du chef de l'État. Des réformes en profondeur, c'est ce qu'il faut pour l'administration. Mais qu'est-ce qui sous-tend la sortie du président de la République? Est-ce qu'on nous cache des difficultés financières? Suivant le reportage de Maguette Souare Diallo et Tierno Laurent Mendy. Le train de vie et le fonctionnement de l'administration sénégalaise font tache noire dans l'organisation et la méthode de gestion de nos ressources, un sujet très souvent abordé par le chef de l'État, mais jusque-là, aucun résultat concret, c'est du moins l'avis de Birahim Seck. La déclaration n'est pas nouvelle, parce que déjà en octobre 2017, il avait tenu presque le même discours. En avril également 2019, lors d'un conseil des ministres, il avait fixé un délai au gouvernement, c'est-à-dire le 1er août 2019. Et jusque-là, on n'a absolument rien vu. Le coordonnateur général du Forum civil affirme qu'il est temps que des réformes soient entreprises et appliquées. Ce que le Forum civil demande, c'est qu'on soit dans le temps des réformes, fondamentalement, dans le temps des réformes et non plus dans le temps des discours et des déclarations. Nous savons tous, tout le monde sait, depuis des années, depuis le régime socialiste, on sait qu'il y a une lenteur administrative. Tout le monde l'a constaté. Tous les programmes qu'on a pu lire de gauche à droite ont constaté fondamentalement qu'il y a une lourdeur administrative. Et la solution, c'est aujourd'hui d'aller fondamentalement dans des réformes. Mais uniquement pas lancer des programmes, mais des réformes en profondeur et des réformes qui impliquent les citoyens. Le comité exécutif du Forum civil se dit aussi préoccupé par le traitement de certains dossiers devant la justice. Birahim Seck appelle le ministre de la Justice à davantage appliquer l'obligation de réserve et de respect de la dignité humaine. Si Maguette, le président de la République, souhaite réformer l'administration publique. Pourtant, cet appel n'est pas nouveau si l'on se fie aussi au professeur Mbaye Thiam. Il avait participé au forum sur la modernisation de l'administration en 2017. L'historien pense qu'il est grand temps que le Sénégal passe à une administration de développement et au lieu d'une administration de privilèges. Maïmouna Ndiaye, Tierno Laurent Mendy. De Senghor au président Macky Sall, le Sénégal a longtemps hérité d'une administration de privilèges. Dans les grands pays développés, le privé assume la part la plus importante de la production de richesses. Dans nos pays, c'est l'administration qui pense les politiques, qui exécute les politiques, qui les évalue et qui finance les politiques. Si elle satisfait à ces objectifs, le pays s'en ressent. Si elle ne satisfait pas, évidemment, le pays s'en ressent négativement. Or, il se trouve que notre administration a une tare congénitale. C'est qu'elle demeure encore dans son mode de fonctionnement et dans ses objectifs, une administration de type colonial. Pour le chef de l'État, Macky Sall, il faut forcément réformer. Professeur Mbaye Thiam approuve et parle d'une administration de développement. Un pays sous-développé, aux ressources si faibles, ne peut pas se permettre de consacrer autant que nous consacrons à payer des véhicules de fonction et de services, des villas de fonction et de services, des indemnités de ceci et de cela, parce que tout cela avait été créé dans les années 1850 pour motiver les administrateurs coloniaux de la métropole qui ne voulaient pas venir au Sénégal. Cette rupture va forcément passer par une compétition. L'historien a déjà une idée. Il est bon, même aujourd'hui, de motiver les personnes qui travaillent. Mais tout cet argent qu'on dépense en véhicules, en logements et en privilèges, redistribué à l'ensemble des gens qui travaillent dans l'administration, aurait donné de meilleurs salaires et de meilleurs modes de fonctionnement. Il y a aussi le fait qu'il faut qu'on dépolitise l'administration. Dépolitiser l'administration, c'est faire en sorte qu'à certains niveaux de responsabilité, tous les postes soient des postes de compétition. Une nouvelle administration publique, oui, mais à condition de se débarrasser de certaines habitudes bien sénégalaises.
Merci Maïmouna. Et à J-4 de l'Aïd el-Kébir, après le mouton, les denrées et l'habillement, intéressons-nous au matériel indispensable pour le barbecue de la Tabaski. Fourneaux, couteaux, grilles de cuisson sont exposés un peu partout dans les rues de Dakar. Si vous n'avez pas encore fait votre choix, voici quelques idées pour vous. Aïssatou Gueiba et Tierno Laurent Mendy. Fourneaux, grillage, couteaux, tout un tas de matériel pour bien préparer la Tabaski. Sur la VDN, les vendeurs exhibent déjà leur étalage. Des produits et prix variés sont proposés aux clients. C'est bon, on est tombé d'accord là. On vend le couteau à 3 000 au lieu de 12 000. Le prix est cher 15 000. Le plus cher des grillages coûte 15 000 francs CFA. Il y en a qui coûtent 500 francs aussi. Il y a des fours qui coûtent 50 000 francs, voire 60 000 francs. Toutefois, ces vendeurs se désolent de la rareté des clients. Il y a des clients qui attendent la veille pour acheter des grillages, d'autres attendent le jour même. Vu que la Tabaski c'est le lundi, il y aura forcément des clients qui viendront le vendredi. Un prix qui n'est pas du tout accessible pour certains clients venus s'approvisionner. Marchander devient leur seul recours. Je suis venu acheter un fourneau pour le barbecue de la Tabaski, mais les prix sont un peu exorbitants. C'est très cher quand même. À 45 000, un fourneau de barbecue qui n'est pas de grande taille, c'est un peu cher. À quelques jours de l'Aïd el-Kébir, des commerçants écoulent encore leurs produits et espèrent trouver des clients potentiels avant la fête de la Tabaski. Merci Aïssatou. Et puis face à l'agression sévère du littoral à Guédiawaye, un programme de reboisement a vu le jour, un programme qui va se tenir sur 3 ans pour un budget de 525 millions de francs CFA financé par l'Union européenne. Salif Sow, Asmalik Diop. De Sam Notaire à Yeumbeul Nord, en passant par Ndiarème Limamoulaye et Wakhinane Nimzatt, c'est la même préoccupation, la préservation du littoral, amputé d'une bonne partie de sa bande verte, son âme. En concernant les filaos, la plupart de ces filaos sont devenus vieux. Il fallait déjà régénérer ces filaos. Malheureusement, cela n'a pas été fait. À notre grande surprise, on a vu qu'il y a d'autres utilités qui ont été faites par rapport à ces filaos. Pour pallier à cela, 10 000 arbres seront plantés. Le projet est financé par l'Union européenne. Ecopass pèse 525 millions de francs CFA et va durer 3 ans. Le reboisement à grande échelle a démarré ce mardi sur le littoral de Yeumbeul Nord. C'est surtout une stratégie participative. C'est-à-dire, nous, on a engagé depuis le début la société civile à travers des formations en leadership et communication, à travers des formations aussi en ligne, en fait, sur la gouvernance de l'eau, et aussi avec une forte sensibilisation pour les impliquer, en fait, dans toute activité. Pour assurer le suivi, les municipalités se sont engagées. Les fortes mesures prises vont être appliquées sans faille, ont-elles promis. Elles s'appuient sur les OCB, une quarantaine. Un plaidoyer pour la protection de l'existant tient aussi à cœur ces jeunes qui luttent contre l'agression du littoral de la banlieue sous toutes ses formes. Merci Salif. Et puis un mot de sport avant de boucler cette édition. Parlons de l'afro-basket féminin. Le tournoi organisé avant la compétition était un bon test de niveau pour les 12 Lionnes. Quelles sont les chances réelles maintenant du Sénégal? Pouvons-nous aller au bout? Suivons le reportage de Mamadou Lamine Ndiaye et Jeff Araba. Vice-championne d'Afrique, les Lions du basket ont affronté la Côte d'Ivoire, l'Angola et l'Égypte lors d'un tournoi organisé à Dakar. Un test réussi pour Ahmed Sy. Lors du premier match contre la Côte d'Ivoire, la machine a eu du mal à démarrer et on a vu que le Sénégal s'est finalement imposé par 9 points d'écart. Je dirais que ce tournoi est venu au bon moment parce que c'était un tournoi test. Ça a permis à Cheikh Sarr de faire tourner son effectif, de voir ce qui comptait. Et ça a permis aussi
également aux Lions d'avoir un peu de match dans leurs jambes. Au sortir de cette compétition, le coach Chersa a retenu 12 joueuses. Selon le journaliste, la constitution de cette équipe se justifie. Chersa a misé sur les cadres. Si on regarde bien cette équipe, tu verras 6 cadres, des joueurs qui ont eu à gagner 3 ou 4 Afro-Basket. Mais attention, c'est des joueurs très âgés. Donc, sur ce plan, ça peut poser problème. Mais comme on est en sport, et en sport, moi, je pense que l'âge, elle est importante, elle n'est pas importante, mais c'est la compétitivité qui domine. Vice-championne en 2017, l'équipe sénégalaise a ses chances en 2019 pour gagner le trophée à domicile. Cependant, le chroniqueur sportif soutient que le Nigeria est favori. Les chances sont réelles, puisque le Sénégal est l'équipe, vraiment la meilleure équipe d'Afrique. Si on regarde palmarès, si on regarde vécu. Le Sénégal, c'est 11 titres. Si on regarde la dernière compétition officielle, c'est les championnats du monde. Le Nigeria, non seulement a eu 2 victoires, mais le Nigeria est la première équipe africaine à atteindre le cap des quarts de finale. Le Sénégal est logé dans la poule A avec l'Égypte et la Côte d'Ivoire. Les filles de Chersa pourront réitérer l'exploit en battant les Ivoiriennes en match d'ouverture le 10 août prochain. Merci Mohamed Lamine. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À suivre tout à l'heure, votre émission politique Farm Fatché. Papangandjaï va recevoir Moudban et Amadou Tidjanouane. Et puis un peu plus tard, votre émission de divertissement Gonal sur TFM. Restez en compagnie. Nos programmes, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.